En matière de ressources naturelles, l'Afrique est une puissance économique. L'Afrique détient 30% des réserves minérales mondiales, 40% de l'or mondial, jusqu'à 90% du chrome et du platine, et 65% des terres arables de la planète. Mais l'histoire coloniale a empêché les nations africaines de tirer parti de leurs vastes ressources. Des institutions politiques endommagées, des frontières nationales tracées au hasard, et un modèle commercial qui repose sur l'exportation de leurs ressources vers de grands conglomérats plutôt que sur l'utilisation des minéraux pour eux-mêmes afin de développer leur économie. Cette question est si complexe qu'un membre de notre équipe a fait des recherches sur ce sujet particulier et y travaille à plein temps depuis 3 mois. Je n'ai donc pas jugé bon de m'attribuer le mérite de cette vidéo et j'ai voulu donner à ma collègue l'occasion de vous la présenter elle-même. Merci pour cette présentation, Barthélémy. Les problèmes auxquels l'Afrique est confrontée sont complexes et nous n'allons certainement pas essayer de tout expliquer dans une vidéo YouTube de 15 minutes. Mais nous allons nous concentrer sur la manière unique dont certains pays tentent de corriger le modèle commercial hérité de l'époque coloniale. Mais pour comprendre, il faut revenir en arrière. À peu près 2 mois en arrière, ça dépend de quand la vidéo sera publiée. En décembre 2022, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a annoncé que son gouvernement interdirait les exportations de lithium sous forme brute sans consentement écrit. Ça semble assez étrange. Pourquoi un gouvernement empêcherait-il intentionnellement certains secteurs de vendre leurs produits au reste du monde? En fait, les restrictions à l'exportation sont plus courantes qu'on ne pense. Entre janvier et juin 2022, 34 pays ont imposé des restrictions à l'exportation de denrées alimentaires et d'engrais. Ces restrictions ont été imposées en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les 2 pays représentant environ 30% de la production mondiale de blé. La Russie et l'Ukraine sont également de grands exportateurs de diverses semences, de miel, de maïs et d'engrais. Les restrictions à l'exportation étaient aussi courantes durant le pic de la pandémie. Selon un rapport publié par l'Organisation mondiale du commerce, 85 pays ont imposé une forme de restriction à l'exportation des fournitures médicales. 2 pays ont même imposé des restrictions à l'exportation de papier toilette. Ces restrictions ne servent pas seulement à accumuler des fournitures essentielles, elles peuvent aussi être utilisées pour soutenir certains secteurs au détriment d'autres. Ce qui explique en partie pourquoi le Zimbabwe interdit les exportations de lithium, dans l'espoir d'attirer au Zimbabwe des usines de transformation et de fabrication à haute valeur ajoutée. Les travailleurs de ces usines réinvestiraient leurs salaires relativement élevés dans l'économie, mais une interdiction des exportations n'est pas sans conséquences. Les restrictions imposées aux exportations de denrées alimentaires et d'engrais ont réduit l'offre de ces produits sur le marché mondial. La contraction de l'offre de denrées alimentaires et d'engrais a entraîné une hausse des prix de ces produits sur les marchés mondiaux. En mai, quelques mois seulement après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté de 40% par rapport à l'année précédente, ce qui représente la plus forte hausse de la décennie. La situation est si grave que de nombreuses organisations internationales, du FMI à la Banque mondiale, mettent en garde contre une crise alimentaire. Certains analystes craignent que l'interdiction par le Zimbabwe des exportations de lithium brut n'ait un impact similaire sur le prix mondial du lithium. Par exemple, le prix d'une tonne de carbonate de lithium vendue aux États-Unis est passé d'environ 5 000 $ en 2010 à 17 000 $ en 2021. Et bien que le Zimbabwe ne soit pas un grand exportateur de lithium, il possède l'une des plus grandes réserves de lithium au monde et la plus grande d'Afrique. Dans cette vidéo, nous répondrons aux questions suivantes. Premièrement, pourquoi le lithium est-il si important? Deuxièmement, quel est l'état de l'industrie minière du Zimbabwe? Troisièmement, dans quelle mesure l'interdiction d'exporter imposée par le Zimbabwe est-elle susceptible de profiter à son économie? Et enfin, est-ce que les restrictions d'exportation du lithium par le Zimbabwe vont déformer les prix mondiaux du lithium? Pourquoi le lithium est-il si important? De 2011 à 2016, la production mondiale de lithium a été en moyenne inférieure à 35 000 tonnes. Puis, de 2017 à 2021, la production moyenne de lithium a approché les 85 000 tonnes. Qu'est-ce qui explique cette énorme augmentation? En 2015, 196 États du monde entier ont adhéré à un traité contractuel visant à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés. Et, de préférence, à moins de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels d'ici à 2050. L'accord de Paris exige que les pays soumettent leur plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces plans sont appelés contributions déterminées au niveau national, ou CDN. Afin d'atteindre ces objectifs, les pays doivent réduire leurs émissions dans tous les secteurs de leur économie. Selon les données de l'Institut des ressources mondiales et de Climate Watch, 12% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent du transport routier.
ce qui équivaut à 6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone rejetées dans l'atmosphère par les voitures, les motos, les bus et les camions. Tout plan de lutte contre le réchauffement climatique qui exclut l'électrification du secteur des transports est voué à l'échec. Il n'est donc pas surprenant que 76% des CDN soumises proposent une forme d'atténuation de ce secteur. Qu'en est-il des véhicules électriques ? Les véhicules électriques ont une empreinte carbone plus faible que les véhicules à essence traditionnels, même en tenant compte de la fabrication des batteries et de l'électricité utilisée pour recharger le véhicule. De nombreux pays ont élaboré des politiques visant à inciter les consommateurs à acheter des véhicules électriques plutôt que des véhicules à essence plus conventionnels. Par exemple, le ministère roumain de l'Environnement subventionne les véhicules électriques à hauteur de 10 000 € et les véhicules hybrides rechargeables à hauteur de 4 500 €. Et ces incitations fonctionnent. Les ventes de véhicules électriques ont augmenté chaque année depuis 2010, et l'Agence internationale de l'énergie prévoit que les ventes mondiales dépasseront les 175 millions d'ici 2030. Avec une demande croissante de véhicules électriques, les constructeurs ont besoin d'une source d'énergie fiable. Il s'avère que le lithium est le métal le plus léger du tableau périodique, et il possède également une densité énergétique élevée. Ce sont ces qualités qui rendent le lithium si intéressant pour les constructeurs automobiles. Sa légèreté signifie que les voitures qui l'alimentent n'ont pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour rouler. Mais sa densité énergétique élevée signifie aussi qu'il peut tenir la charge pendant longtemps. Les batteries lithium-ion étant moins chères que d'autres alternatives, elles sont préférées par les constructeurs automobiles. Quel est l'état actuel de l'industrie minière au Zimbabwe ? La Banque mondiale classe le Zimbabwe parmi les pays à revenus moyens inférieurs. À partir de 2021, son PIB par habitant est légèrement inférieur à 1 300 $ américains, soit moins que les 1 600 $ américains de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Le point positif de l'économie au Zimbabwe est son secteur minier, qui représente 12% de son PIB. Mais la contrebande est un problème récurrent. Selon le ministère des Finances, le Zimbabwe perd environ 2 milliards de dollars de minerais par des voies illégales. Et si l'or est le favori des trafiquants de minéraux, le lithium fait aussi l'objet d'une contrebande. Si le vol de minéraux est aussi répandu au Zimbabwe, c'est en partie parce que les personnes travaillant dans ces secteurs sont mal payées. L'année dernière, le syndicat des mineurs et la Chambre des mines du Zimbabwe ont négocié 2 augmentations de salaire. L'une en mai et l'autre en août. La première augmentation a été de plus de 100%. Faisant passer le salaire le plus bas de 44,64 à 93,07 $ zimbabwéens par mois. La seconde augmentation a été de 78%, les mineurs les moins bien payés gagnant environ 166 $ zimbabwéens par mois. À première vue, ces augmentations paraissent très généreuses. Si les syndicats américains ou australiens pouvaient négocier des augmentations de salaire de plus de 100%, les syndicats ne seraient pas nécessaires. Pourtant, 2 jours à peine après la première augmentation de salaire, le secrétaire général du syndicat des travailleurs du diamant et des minerais a qualifié cette augmentation de double absurdité. Après la deuxième augmentation de salaire, le secrétaire général du syndicat des mineurs solidaires du Zimbabwe a affirmé que les mineurs zimbabwéens recevaient des salaires d'esclaves. Avant que vous ne pensiez que ces syndicats sont trop avides, je dois souligner que le Zimbabwe a une longue histoire d'inflation élevée. Entre 2008 et 2009, l'inflation au Zimbabwe s'est tellement aggravée que le gouvernement a cessé de fournir des statistiques à ce sujet. Mais les chercheurs estiment que l'inflation mensuelle au Zimbabwe en novembre 2008 a atteint un pic de près de 80 milliards %, ce qui a complètement dévalué la monnaie locale. En guise de réponse, le gouvernement a remplacé le dollar zimbabwéen par le dollar américain. La sécurité du dollar américain a permis d'endiguer l'inflation au Zimbabwe jusqu'en 2018, date à laquelle une nouvelle monnaie a été introduite. Malheureusement, l'introduction de la nouvelle monnaie a ravivé l'inflation importante dont le Zimbabwe avait souffert quelques années auparavant. En 2020, l'inflation annuelle a atteint près de 600%. Et bien que l'inflation en 2021 soit beaucoup plus faible que l'année précédente, elle avoisine toujours les 100%. Le fait que l'inflation au Zimbabwe s'aggrave n'arrange pas les choses. Les analyses prévoient que l'inflation atteindra 400% d'ici la fin de l'année 2023. Ce qui réduira à néant l'augmentation de salaire que les mineurs ont reçue l'année précédente. Mais les mineurs zimbabwéens ne sont pas les seuls à avoir de faibles revenus. En 2019, 40% de la population zimbabwéenne vivait avec moins de 2,15 $ par jour après ajustement du pouvoir d'achat. Ce chiffre est supérieur à la moyenne de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne où 35% de la population vivait avec moins de 2,15 $ par jour.
Un faible revenu se traduit par de faibles niveaux de consommation et d'investissement, et signifie également qu'un gouvernement ne dispose que d'une faible base fiscale pour faire croître son économie. C'est pourquoi l'inflation au Zimbabwe a été si élevée. Avec très peu d'impôts, le gouvernement compte sur l'impression de billets pour financer ses dépenses. Ces inconvénients expliquent pourquoi le gouvernement zimbabwéen souhaite attirer davantage d'usines. Les emplois dans le traitement des minerais et la fabrication de batteries ont tendance à offrir de meilleurs salaires que ceux dans l'exploitation minière, en raison de la différence dans les exigences de qualification. Des salaires nationaux plus élevés entraîneraient une hausse de la consommation, ce qui augmenterait les revenus des entreprises. Les entreprises réinvestiraient ces bénéfices supplémentaires dans un plus grand nombre de travailleurs et dans de meilleurs équipements afin de conserver leur part de marché. L'augmentation des salaires et des revenus des entreprises entraînerait également une hausse des impôts versés au gouvernement, ce qui donnerait à ce dernier plus d'argent à dépenser dans des projets d'infrastructure tels que des chemins de fer que les personnes et entreprises pourraient utiliser pour générer plus d'argent. En bref, l'augmentation des revenus crée une sorte de cercle vertueux qui a un impact positif sur la croissance économique. L'interdiction d'exportation du lithium profiterait-il à l'économie du Zimbabwe? Le fait de compter sur les exportations de produits de base pour assurer la croissance économique pose deux problèmes. Tout d'abord, un pays qui dépend des exportations de produits de base sera soumis aux fluctuations extrêmes des prix des matières premières. Lorsque les prix augmentent, l'économie se porte bien. Lorsqu'ils baissent, elle se porte mal. Nous avons déjà vu cela à de nombreuses reprises dans les pays exportateurs de pétrole. Au Venezuela, par exemple, au milieu des années 70, l'OPEP a imposé un embargo pétrolier de 5 mois aux pays qui soutenaient Israël lors de la guerre du Kippour. Cette mesure a fait grimper les prix du pétrole et a fait du Venezuela le pays le plus riche d'Amérique latine. Mais 10 ans plus tard, lorsque les prix du pétrole ont chuté, l'économie vénézuélienne était en chute libre, et à la fin de la décennie, le FMI a dû renflouer le pays. Le deuxième problème lié au fait de dépendre des exportations de produits de base est qu'il limite l'influence d'un pays dans le commerce mondial. Entre 2010 et 2020, la plupart des échanges de marchandises ont été réalisés dans le secteur manufacturier. Selon les données des Nations Unies, ce secteur a contribué au commerce mondial à hauteur de 13 500 milliards de dollars. Les secteurs de l'agriculture et des ressources naturelles ont contribué ensemble à moins de la moitié de ce chiffre. Alors comment l'interdiction d'exportation de lithium brut va résoudre ces problèmes ? Lorsqu'un pays exporte quelque chose, il le fait parce qu'il a produit plus que la demande intérieure, et vend donc le surplus aux consommateurs d'autres pays. C'est une vision simplifiée, mais cela met en perspective l'interdiction décrétée par le Zimbabwe. Si un pays exporte parce qu'il produit plus qu'il n'en a besoin, une interdiction d'exportation entraînerait une offre excédentaire de ce produit sur le marché intérieur et beaucoup d'offres abaisseraient les prix. Dans le cas du Zimbabwe, l'interdiction d'exporter du lithium brut devrait créer une surabondance de lithium, ce qui ferait baisser son prix sur le marché intérieur. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour les mines de lithium qui doivent désormais vendre leurs produits au rabais. Mais une excellente nouvelle pour les usines de traitement du lithium et les usines de fabrication de batteries qui achètent du lithium. Non seulement ces entreprises peuvent désormais acheter du lithium à prix réduit, mais elles peuvent également répercuter ces économies sur les consommateurs, ce qui rendra leurs produits plus compétitifs sur le marché mondial. Le Zimbabwe en bénéficiera également parce qu'il sera moins dépendant des exportations de minerais, qui ne représentent qu'une fraction du commerce mondial. Les travailleurs peuvent également en bénéficier parce que les entreprises devront payer un salaire compétitif pour attirer la main-d'œuvre talentueuse nécessaire à la fabrication des batteries ou au traitement du lithium brut. Mais les restrictions de ce type comportent des conditions. Tout d'abord, elles ne fonctionnent que si le pays qui les impose dispose d'une capacité de traitement importante et performante, ce à quoi le Zimbabwe semble se préparer. Le gouvernement a récemment signé un contrat avec deux investisseurs chinois, Hong Kong Eagle International Investment Holdings et Pacific Gold Investment, pour la construction d'un établissement de traitement des métaux des batteries d'une valeur de 3 milliards de dollars. Le Zimbabwe a également signé un accord avec le groupe Tinsan Holdings en vue d'établir des opérations d'extraction et de traitement de lithium dans le pays. La deuxième condition des restrictions à l'exportation est que les entreprises les plus touchées par ces restrictions doivent rester capables et désireuses de fournir le produit à un prix réduit sur le marché national. Ainsi, lorsque des entreprises dépendantes des exportations se voient interdire de vendre leurs produits au monde, elles réduisent leur production en réponse à la baisse de leurs bénéfices. Et si les bénéfices se transforment en pertes, elles risquent de fermer leurs portes. On pourrait s'attendre à ce que le gouvernement intervienne pour soutenir ces secteurs d'une importance cruciale, mais l'histoire de l'hyperinflation au Zimbabwe rendra toute aide très difficile. Lorsque le Zimbabwe a interdit les exportations de minerais de chrome brut en 2007 et en 2011, les chercheurs de l'OCDE ont constaté que l'interdiction n'avait pas amélioré la compétitivité des entreprises de transformation du minerai de chrome brut. Pourtant, ce que le Zimbabwe a en sa faveur aujourd'hui, et dont on peut dire qu'il manquait en 2011, c'est une forte capacité à raffiner le lithium brut, ou à le convertir en produit de plus grande valeur grâce à des investissements significatifs de la part d'entreprises chinoises. Si le secteur minier zimbabwéen peut fournir du lithium à ses entreprises à des prix compétitifs, le Zimbabwe pourrait faire le premier pas pour devenir un pays à revenus moyens.
Faut-il craindre que les restrictions d'exportation du lithium par le Zimbabwe vont déformer les prix mondiaux du lithium ? L'augmentation des prix du lithium serait bénéfique pour les grands exportateurs de minerais de lithium et néfaste pour tous les autres. Non seulement les véhicules électriques deviendraient plus chers, mais les constructeurs automobiles pourraient opter pour des batteries moins fiables afin de réduire les coûts et la baisse de qualité pourrait détourner les consommateurs des véhicules électriques. Mais nous n'avons probablement pas à nous soucier tant que cela de l'interdiction du Zimbabwe. Aujourd'hui, les plus grands producteurs de lithium sont l'Australie et le Chili, avec plus de 75% de la population mondiale. Si le Zimbabwe possède l'une des plus grandes réserves de lithium au monde et la plus importante d'Afrique, ces immenses réserves sont loin d'être à la hauteur de ce que l'on trouve ailleurs dans le monde. Plus de 90% des réserves mondiales de lithium se trouvent dans 4 pays seulement. Le Chili, l'Australie, l'Argentine et la Chine. L'interdiction des exportations de lithium par le Zimbabwe n'aura probablement qu'un effet minime sur les prix mondiaux du lithium, si tant est qu'elle en est un. Pendant de nombreuses décennies, les pays africains ont été les plus défavorisés en termes de croissance économique. Bien que les conditions de vie en Afrique se soient améliorées au fil des ans, le continent a encore un long chemin à parcourir avant de surmonter les difficultés imposées par l'ancienne domination coloniale. Les interdictions d'exportation sont l'un des outils dont disposent les pays pour faciliter cette transition. Si une interdiction totale est un outil brutal, il existe des types de restrictions à l'exportation moins sévères que les pays peuvent envisager. Par exemple, de nombreux pays africains imposent des taxes à l'exportation sur le café, les huiles et le tabac. L'interdiction des exportations de lithium au Zimbabwe est une tentative de se débarrasser des effets économiques persistants de l'ère coloniale. Il reste à voir si le pays réussira ou non dans cette entreprise, mais ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que de nombreux économistes observeront le Zimbabwe de près dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour plus de contenu. Vous pouvez également appuyer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo.